Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 septembre 2020, vous regardez l'actu démasqué, notre module d'infos commenté qui est désormais hebdomadaire. Aujourd'hui, nous parlerons de l'industrie du mensonge médiatique qui se porte très bien dans une France dont l'économie est pourtant à la peine après la crise sanitaire. Mais nous évoquerons aussi des faits qui sont survenus ici et ailleurs et qui sont révélateurs d'un pays, d'un Occident et d'un monde en pleine décivilisation. C'est parti. Petite devinette, qu'est-ce qu'on voit là devant nos yeux en ce moment? Vous allez me dire, c'est une horloge folle comme on en voit souvent dans les gares SNCF. Mais non. C'est une horloge qui s'est synchronisée sur les mensonges médiatiques proférés chaque seconde en France. Et bien depuis, elle ne peut plus s'arrêter. Bon, ok, je dis n'importe quoi, mais ces derniers jours, c'est un peu la mode dans les médias de dire n'importe quoi. On fait un petit point. Samedi dernier, jour de la rentrée des Gilets jaunes, le Parisien se fend d'un article qui nous révèle que seulement 10% des Français soutiennent encore ce mouvement. On se dit, ah quand même, on fait un petit tour sur le sondage IFOP que relaie en réalité le journal cher au milliardaire Bernard Arnault. Et on se rend compte de la supercherie. En réalité, 41% des Français soutiennent les Gilets jaunes et 10% des Français se sentent Gilets jaunes. Comme vous voyez. Ce n'est donc pas 10%, c'est 51%. Et oui, ce n'est pas bien de mentir. En réalité, on est sur un pourcentage de soutien plutôt stable depuis début 2020. Mais il faut croire que pour beaucoup, quand le storytelling est plus sexy que la réalité, c'est le storytelling qu'il faut privilégier. Au fait, que pensez-vous que le Parisien a fait après avoir été affiché sur les réseaux sociaux ? Il a changé son titre sans pour autant renoncer à son narratif que rappelle le chapeau de l'article qui joue sur les mots sans renoncer à manipuler. Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, est-elle un mensonge vivant ? En tout cas, sa proclamation de foi féministe est à géométrie variable. Interrogé sur le gilet jaune, Jérôme Rodriguez, éborgné, on le rappelle, par la police, une police dont il a traité des membres de nazis, Marlène Schiappa s'indigne avec toute la théâtralité requise et en guise de papier cadeau diffuse une fake news. J'ai vu ces propos, ils sont absolument abjects. D'abord, historiquement et factuellement, ils n'ont aucun sens. Je crois qu'ils sont insultants pour les victimes du nazisme tout autant que pour les victimes, tout autant pour les policiers qui travaillent. Et Jérôme Rodriguez, j'ai vu qu'on lui donnait beaucoup d'excuses pour avoir tenu ces propos. J'aimerais savoir quelles excuses on lui donne pour avoir été mis en cause pour des violences conjugales dont il s'est d'ailleurs vanté lors d'un débat public avec la France Insoumise. J'aimerais savoir quelles excuses on lui trouve pour cela. Où l'on se rend compte que soit Marlène Schiappa ment et manipule exprès, soit elle s'informe via les communautés en ligne du macronisme le plus complotiste qui, comme on le sait, lance souvent des opérations conjointes sur les réseaux sociaux avec l'extrême droite. Car effectivement, oui, il existe une pastille vidéo qui circule partout et qui commence ainsi. Je tape ma femme. Je me retrouve en garde à vue parce que je tape ma femme. Mais je l'ai déglinguée. Et bien évidemment, il s'agit d'un montage manipulatoire. Il suffit de consulter la vidéo originelle pour s'en convaincre. J'ai dû me justifier sur tous les plateaux. Moi, le fasciste de base, l'antisémite, l'homophobe, je n'ai jamais volé. Ça, c'est la deuxième accusation. Et la pire, je tape ma femme. Je me retrouve en garde à vue parce que je tape ma femme. Mais je l'ai déglinguée. Quand les gendarmes viennent me chercher pour me mettre en garde à vue devant ma fille, encore une fois, que je leur explique qu'à un moment donné, arrêtez de faire vos conneries. Je vais encore passer sur toutes les chaînes de télé. Parce que ces mecs-là de BFM TV, ils se gavent de ça. Jérôme qui va en garde à vue parce qu'il tape sa femme. CQFD. Et pourtant, Marlène Schiappa sait être douce et compréhensive vis-à-vis de personnes accusées au moins d'outrage sexuel ou sexiste, comme notre bon ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, dont la nomination comme premier flic de France a fait naître un mouvement de protestation, il est visé par une plainte pour viol. Bien entendu, Schiappa soutient Darmanin. Le job, c'est ministre de l'Intérieur, oui, en charge notamment de la police. Et oui, là, la police, elle va devoir faire une enquête sur le ministre de l'Intérieur. Pourra-t-elle travailler en liberté ? La police travaille évidemment en liberté et le ministre de l'Intérieur a immédiatement écrit au président de la République, au secrétaire général de l'Élysée, au Premier ministre et au service pour dire qu'il ne voulait jamais être tenu au courant de rien, d'aucune affaire qui le concerne. C'est mignon, la langue de bois. C'est pas bien de s'acharner, mais revenons à notre ministre délégué auprès de Gérald Darmanin, chargé de la citoyenneté, qui à ce titre
porte le projet de loi sur le séparatisme. Ne résistons pas à la tentation de nous marrer au sujet d'un de ces lapsus télévisuels. Toute action violente doit être évidemment combattue avec la plus grande sévérité qu'elle émane de Corse ou de qui que ce soit d'autre. Enfin, on se marre, pas vraiment. Regardons ces deux visages. Quel est aujourd'hui, en France, celui du séparatisme? Je m'explique. À gauche, vous avez Imen Boun, une étudiante boursière, échelon 7, qui fait des tutos pour expliquer à ceux qui sont dans la même situation qu'elle comment on se cuisine des petits plats pour pas cher. À droite, vous avez Judith Weintraub, une journaliste au Figaro qui se présente comme libérale résolument et républicaine absolument. Quand la première apparaît dans une vidéo de BFM TV avec son voile, la seconde la livre à la vindicte de la fachosphère sur Twitter, comme auparavant on dénonçait les hérétiques, en l'assimilant aux terroristes qui ont tué près de 3000 personnes au World Trade Center il y a 19 ans. Mais quelle violence! Mais quelle méchanceté! Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'asymétrie de cette confrontation. D'un côté, vous avez une journaliste qu'on imagine très bien payée en travaillant pour un des médias les plus puissants de France, propriété d'un marchand d'armes qui n'équilibre ses comptes qu'en vendant sa quincaillerie meurtrière à de grandes démocraties laïques comme l'Arabie Saoudite. De l'autre, vous avez une étudiante boursière échelon 7. Une petite Française, modeste parmi les modestes. La tornade de merde suscitée par Judith Weintraub accouche bien entendu d'un tombereau d'insultes et de menaces contre les deux femmes. Et qui est-ce que de grandes figures médiatiques, des hommes politiques de premier plan comme Manuel Valls, Xavier Bertrand, François-Xavier Bellamy, Gilbert Collard ou le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin choisissent de défendre? Judith Weintraub. Que disent-ils d'Imen Boun? Rien. Elle n'existe pas. Elle est réduite à son voile, décrit par la journaliste du Figaro comme un marqueur de terrorisme ou de soutien au terrorisme, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Rien. Absolument rien. Les propagandistes comme Judith Weintraub feignent d'oublier que les principales victimes du terrorisme djihadiste sont des musulmanes et des musulmans, y compris des musulmanes voilées. En réalité, eux et certaines personnes qui se croient sincèrement républicaines ont un projet politique qui est fondamentalement anti-républicain. La République, en effet, ce n'est ni un dress code, ni une série d'opinions sur ce qui est bien ou pas bien. C'est la Constitution et ce sont les lois. Celui qui veut assigner à l'invisibilité ses compatriotes sur une base extralégale est bel et bien un séparatiste. Il a des rêves d'apartheid. Porter le voile dans l'espace public, y compris à la télévision, est-il conforme à la Constitution? Oui. Parce que la Constitution de France garantit la liberté de conscience et de culte. Sœur Emmanuelle et l'abbé Pierre étaient des icônes télévisuelles et portaient des signes religieux distinctifs. Il y a dans cette affaire beaucoup d'ignorance. Tenez, cet échange sur Twitter. Que Weintraub, El Razoui et leurs copains identitaires crachent leur fiel sur une étudiante n'a rien d'anormal. C'est leur fonds de commerce anti-musulman. Mais que des journalistes mainstream justifient l'agression d'Imen Boun, c'est signe qu'une digue a sauté. Soit vous avez un pruneau à la place du cerveau, soit vous êtes d'une naïveté crasse. Cette jeune femme est une activiste qui, sous couvert de proposer des recettes l'air de rien, fait du prosélytisme islamique. Mais elle s'appelle #Elmen, alors vous n'y voyez pas d'inconvénient. En réalité, la Constitution garantit le droit au prosélytisme pour tous et pour chacun, dès lors qu'il n'y a pas de contraintes et dès lors que les moyens de l'État ne sont pas mobilisés. C'est pour cela que nous sommes une république et une démocratie. Le marché des idées, y compris des idées religieuses ou anti-religieuses, est libre. Avant de défendre la République, il faut savoir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Mais qui veut couper la France en deux? Cette polémique à peine éteinte, une autre naît à l'Assemblée nationale. Et pour cause, Mariam Pouchtou, vice-présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant, portant hijab, a été auditionnée en commission. Les députés LR décident de quitter les travaux. Madame la Présidente, nous faisons constat avec regret qu'un syndicat étudiant auditionné a fait le choix d'enfreindre le principe même de laïcité auquel doit s'astreindre notre Assemblée. Conscient du symbole terrible pour notre Assemblée de cette attaque préméditée, nous ne pouvons cautionner cette image de la représentation nationale, restée silencieuse et masquée, face à cet acte politique communautariste délibéré. Les députés Les Républicains décident donc, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, de quitter cette audition. Infraction au principe de laïcité. Attaque préméditée. Est-ce la première fois que des personnes arborant des signes religieux distinctifs sont auditionnées? Non.
La Constitution, la loi, les règlements de l'Assemblée nationale interdisent-ils ce qu'a fait Mariam Pouchtou? Absolument pas. Il s'agit donc d'imposer aux autres ses opinions, sa perception, son mode de vie. Anne-Christine Lang, députée LREM de Paris, a elle aussi décidé de s'en aller à la vue du voile de Mariam Pouchtou. Écoutons ses arguments. Le port du hijab dans le cadre de nos travaux est incompatible à la fois avec les valeurs qui sont les miennes concernant les relations entre les hommes et les femmes et avec l'idée que je me fais de notre institution, de la laïcité et des valeurs républicaines dont elle doit continuer à être le temple et le cœur battant. Je vous remercie. Les valeurs qui sont les miennes, l'idée que je me fais. Mais il ne s'agit pas de vous, Madame Lang. Il s'agit de la République et de ses lois. On peut, si vous le voulez, considérer que le voile est un signe de soumission. Et donc, pour punir une femme d'être soumise, on la ferait disparaître de l'espace public. On lui dirait « dévoile-toi » ou « disparaît de la télé, de l'Assemblée, des syndicats ». Et si elle refuse? Et si de telles humiliations produisaient un résultat inverse de celui qu'on pense atteindre? Et si par hasard, le nombre de femmes portant hijab augmente? Va-t-on vraiment soumettre à une sous-citoyenneté 50 000, 100 000, 200 000 Françaises pour des questions qui jusqu'ici ne gênaient personne? La pandémie de Covid-19 est-elle en train de nous déciviliser? Les moments de grande peur sont finalement assez révélateurs, notamment dans ce type de crise où les institutions peuvent arbitrer sur le niveau d'exposition au risque de tel ou tel pan de la population. Parlons de deux actualités, en Arabie Saoudite et aux États-Unis. C'est un article qui date un peu, mais il est toujours d'actualité. Le journal britannique de Sunday Telegraph a révélé comment les migrants africains au royaume des Saouds étaient parqués dans des camps atroces dans le cadre d'un dispositif prétendument pensé pour lutter contre le coronavirus. Un extrait de cet article. Des images de téléphones portables envoyées au journal par des migrants détenus à l'intérieur des centres de détention montrent des dizaines d'hommes émaciés, paralysés par la chaleur, torse nu et entassés dans de petites pièces aux fenêtres à barreaux. Une photo montre ce qui semble être un cadavre enveloppé dans une couverture violette et blanche au milieu d'eux. Ils disent que c'est le corps d'un migrant qui est mort d'un coup de chaleur et que d'autres ont à peine assez de nourriture et d'eau pour survivre. Une autre image montre un jeune homme africain pendu à une grille de fenêtre dans un mur intérieur carrelé. L'adolescent s'est suicidé après avoir perdu espoir, disent ses amis, dont beaucoup sont détenus depuis avril. Les migrants, dont plusieurs affichent des cicatrices sur le dos, affirment être battus par des gardiens qui leur lancent des insultes raciales. C'est un enfer ici. Nous sommes traités comme des animaux et battus tous les jours, a déclaré Abeb, un Éthiopien détenu dans l'un des centres depuis plus de 4 mois. On se dit, c'est honteux, ah, ces dictatures. Et on apprend, via le média indépendant The Intercept, qu'aux États-Unis, en Géorgie, les responsables d'un camp de détention pour migrants, géré par une entreprise à but lucratif, ont sous-signalé des cas de Covid-19, mis en toute connaissance de cause le personnel et les détenus dans des situations où ils risquaient de contracter le virus et refusé de tester les détenus symptomatiques, entre autres pratiques hallucinantes. Dans le même centre, dénonce une lanceuse d'alerte, un nombre élevé de migrantes se sont vues enlever leur utérus. Oui, elles ont été stérilisées sans avoir donné leur consentement éclairé. Notre monde est terrible, mais c'est notre monde. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour nous donner de la visibilité. Mettez des pouces bleus et partagez. Mais pour ne pas dépendre totalement des algorithmes des grosses plateformes, abonnez-vous à notre newsletter via le lien qui vous est donné en description. Et si vous le pouvez, devenez sociaux ou donateurs du média. À plus.